On est d'accord. Euh, euh, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les Africains, les jeunes en tout cas, veulent en finir avec ce système. Les jeunes sont très souvent dans la rue. Euh, et alors, on remarque quand même que les gens ne font pas la confusion entre la France et les élites françaises, même si certains médias essayent de manipuler un peu là-dessus. Il n'y a pas de haine anti-France en Afrique. Je pense qu'il y a juste un ras-le-bol. Mais est-ce que ce ras-le-bol-là n'est pas aussi instrumentalisé quelque part? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas aussi un peu trop facile de tout mettre sur le dos de la France? L'Afrique aujourd'hui a énormément de problèmes qui lui sont propres, des problèmes intérieurs, et parfois on a l'impression que tout est mis sur le dos de la France, comme si c'est la France qui alimentait la corruption dans nos États, c'est la France qui tripatouillait des élections de nos jours, hein. Est-ce que, quelque part, comment je vais appeler ça? Bon, tu l'as un peu dit tout à l'heure aussi d'ailleurs, mais cette situation-là dans laquelle les jeunes sont en permanence offusqués contre la France, elle bénéficie finalement même aux gens qui sont en place en Afrique. Ben oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt que les dirigeants, les élites africaines ont compris qu'elles pouvaient, pardon, instrumentaliser la question. La vérité est que la France a perdu pied dans une grande partie du continent africain, y compris dans ses anciens précarés. C'est un fait. Avant de répondre directement à la question, je vais vous donner des données, des chiffres. Il faut avoir des données objectives. Quels sont les principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique? Le Nigeria, l'Afrique du Sud, en tout cas, c'est des pays de l'Afrique anglophone, c'est pas des pays francophones. Et ça, c'est d'abord les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Puis, en Afrique subsaharienne, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria. La Côte d'Ivoire et le Sénégal viennent, je crois, en 9e ou 10e position. Si vous prenez le cas du pétrole, ou comment on appelle ça, les approvisionnements en pétrole de la France. Si vous regardez les pays africains qui approvisionnent le pétrole, la France en or noir par exemple, les pays d'Afrique subsaharienne se retrouvent à quelle place? Vous avez, je crois, la Guinée équatoriale et puis le Congo-Brazza qui arrive, je ne sais pas, en 10e ou je ne sais pas quelle position. C'est d'abord le Nigeria, vous avez l'Angola, tout ça. C'est-à-dire que sur le plan économique, et là je vous donne des données, des chiffres, pour que les gens comprennent de quoi on parle. Beaucoup de pays ne pèsent pas. La France essaye de préserver ses anciens acquis, des acquis en tout cas, ce qui lui reste en Afrique subsaharienne, parce que c'est le seul coin du monde où elle peut avoir de l'influence sur le plan politique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la question économique, il y a l'aspect politique. Qui vote avec la France au Conseil de sécurité, qui vote avec l'Occident, surtout au regard des enjeux actuels sur la question ukrainienne, par exemple. On l'a vu à plusieurs reprises, des dirigeants occidentaux aller faire, voilà, faire la cour aux États africains. On l'a vu, on le voit aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect politique aussi, puis géopolitique, au-delà de l'aspect économique. Maintenant, quand on parle de l'instrumentalisation, mais elle est claire. Elle est très claire parce que ça permet aux dirigeants africains de se déresponsabiliser. Et c'est là où moi j'interpelle aussi nos compatriotes du continent qui militent à juste raison contre ce système qui perdure quand même, à juste raison contre le système france-africain qui perdure parce on ne veut plus de ce type de relation entre l'Afrique et les pays africains. Moi, je dirais même entre l'Afrique et puis les autres pays occidentaux parce qu'en faisant une fixation sur la question france-africaine, on oublie la présence d'autres acteurs. Si vous prenez un acteur comme les États-Unis ont des bases, mais aussi gèrent des bases, mais ils gèrent aussi des sites militaires sur le continent. Et ils en ont beaucoup, hein. Il y en a au Tchad, il y en a au Sénégal. Vous savez, les Américains sont présents au Sénégal, les Américains sont présents au Niger, ils sont présents au Gabon, ils sont présents à Djibouti, ils sont présents en Libye clandestinement, ils sont présents dans plusieurs pays africains, ils sont très présents au Sahel. Qui en parle? L'ignorance des enjeux fait que les Africains se retrouvent être les donneurs de leur propre farce, de leur propre ignorance. C'est ça le problème. Et moi, je pense que insister sur la question France-africaine revient à déresponsabiliser les États africains et les dirigeants africains. Parce que le jour où on va arrêter de parler de la France-Afrique, nous allons nous tourner, nous allons regarder nos dirigeants dans les yeux, leur dire de faire leur travail. Moi, nous avons déjà eu à discuter de cela en privé. Moi, je t'ai dit un jour, j'ai dit, Philippe, je, je, je vois les dirigeants maliens aller, le colonel Goïta et son équipe aller. Il y a de la volonté, mais ils n'ont pas de vision. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation au Mali, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où vont les Maliens. Je veux parler des autorités.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne veulent pas un changement dans leur pays. Ça veut simplement dire que la volonté ne suffit pas dans le développement d'un pays. Il y a tout un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en considération. Est-ce que toi, tu connais la politique de défense et de sécurité du Mali? Toi, Non. tu connais la politique de défense et de sécurité du Burkina? Est-ce que toi, tu connais la politique de défense et de sécurité de la plupart de nos pays? Certains n'en ont même pas. Bon, vous allez accuser la France d'être responsable de vos propres turpitudes. Non, moi, je suis de ceux qui travaillent à la responsabilisation des Africains face à leur peuple, des dirigeants africains face à leur peuple et face à l'histoire. Moi, le discours sur la France-Afrique ne me meut plus du tout pour la simple et bonne raison que d'abord, je constate que les gens qui en parlent souvent ne comprennent pas le système, ils n'ont pas encore mis à jour leur logiciel et plus encore, sans le réaliser, alors qu'en défendant peut-être, ils travaillent peut-être sans le réaliser contre les intérêts d'une Afrique qui refuse de se prendre en charge, au niveau de l'élite en tout cas. Et c'est à ce niveau-là que moi je me situe et je suis de ceux qui pensent qu'il y a une très grande instrumentalisation de la question france-africaine sur le continent noir, notamment en Afrique subsaharienne francophone. Trois coups d'État, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu es pour les prises de pouvoir par coup d'État? Quelle est ta position là-dessus? Mais ça dépend, c'est du cas par cas. Les coups d'État sont aussi le fruit d'une gestion problématique du pouvoir politique par des civils. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui reprocher au colonel Assimi Goïta d'avoir fait ce qu'il a fait, ou même au colonel Mamadou Doumbia. La Guinée a déçu, le président Alpha Condé a déçu. C'était un opposant. On a vu ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir. On voit la même chose en RDC, où le fils d'un ancien opposant historique, est en train de décevoir tout le monde. Pourquoi Vous il allez... déçoit? Mais parce qu'en réalité, ces gens-là vendent un discours vide de sens aux gens. La population, nous avons l'habitude de nous attacher aux gens et non à la vision qu'ils sont censés incarner. Ça, c'est le grand problème de l'Afrique subsaharienne. Quand moi je parle du colonel Assimi Goïta, je trouve que c'est quelqu'un de sympathique. Ce sont des jeunes gens qui se sont battus. Ils sont en fait, ces gens sont le porte-voix de la colère de la rue, de leur pays, d'une certaine rue africaine, de la jeunesse africaine. Assimi Goïta prend le pouvoir. Il appartient aux forces spéciales. Ce sont des gens qui ont vu la détresse de leur peuple au nord du pays. Ils ont combattu ces gens-là. Ils ont vu comment les politiciens, comment les civils instrumentalisent la question, comment est-ce qu'ils s'amusent avec ça pour des intérêts qui leur sont propres. Ils ont vu ça. Ils ont décidé de faire le coup d'État. Est-ce qu'on peut le leur reprocher? Le coup d'État devient aussi une manière de sauver la population, les populations, d'une dérive autocratique de pouvoir par des civils. Mais le problème, c'est que le coup d'État ne suffit pas parce qu'il faut avoir une vision pour accompagner ça. Et c'est là où l'Afrique subsaharienne pêche de manière générale, que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina. J'apprécie beaucoup le jeune capitaine qui a pris le pouvoir et j'ose espérer que l'intelligentsia burkinabé va l'accompagner. Parce qu'il y a une volonté, on le sent quand il parle. J'ai suivi son discours quand il a parlé de la misère de son peuple. Oui, On sentait que ça venait de ses tripes, ça venait de son cœur. C'est aller le chercher. Ce n'est pas un politicien. Il ne faisait pas de la politique. Mais le problème, c'est que la gestion de pouvoir, je reviens encore une fois, a des réalités qui échappent à certaines règles, à la raison parfois. Comme on dit, le cœur a des raisons que la raison ignore. On peut dire la même chose de la gestion du pouvoir qui est très complexe, qui est quelque chose de très complexe. Donc, en gros, oui, on peut soutenir des coups d'État, mais ça dépend des cas. Si c'est un coup d'État inutile ou opéré par des chefs militaires qui veulent tout simplement s'accaparer du pouvoir, je ne le soutiens pas. Mais si c'est un coup d'État qui s'explique à la lumière de ce que l'on peut observer sur le plan socio-politique et économique dans un pays, ou même sécuritaire, comme dans le cas du Sahel, je le comprends. Sans nécessairement dire que je soutiens, je peux dire que je les comprends, ces coups d'État.